Merci d'être venu à cette conférence. C'est un sentiment assez particulier pour moi. J'étais stagiaire ici en 2016 et je suis de retour à l'IoT Valley. On n'avait pas d'aussi gros chapiteaux à l'époque, donc ça fait plaisir à voir cette scène et merci pour l'invitation. Aujourd'hui, c'est assez particulier. On a 3 personnes sur scène. Les 3 personnes travaillent pour Spendesk. J'ai voulu organiser une conférence où on va partager avec vous les méthodes et les outils qu'on utilise pour monter une équipe commerciale. Donc il y aura Adrien Gaucher qui est avec moi, qui est un sales chez Spendesk, responsable des comptes clés. Il a commencé le métier de vendeur en faisant du porte-à-porte où tu vendais des fauteuils roulants dans les EHPAD. Après, il a découvert le logiciel et il s'est dit c'est quand même plus pratique de vendre à distance. Et il nous a rejoint en tant que premier sales en janvier 2017 de mémoire. Et aujourd'hui, il est responsable de ce que je disais, donc des comptes clés, des comptes de plus de 250 employés. Et c'est lui d'ailleurs qui a convaincu Sigfox d'utiliser Spendesk. Aurélien, donc, qui est un ingénieur. J'avais vraiment à cœur quand j'ai rejoint Spendesk de monter une équipe hybride, donc à la fois avec des développeurs, à la fois avec des personnes avec des profils plus business. Donc Aurélien est un autodidacte, passionné de crypto-monnaie, il lui reste encore quelques bitcoins en stock, et il s'occupe en fait de mettre un point de vue vraiment ingénieur dans tous nos processus, donc vraiment apporter ce regard et automatiser tout ce qu'on fait. Rapidement, en quelques mots, donc Spendesk, nous on est une solution de gestion des dépenses et des notes de frais pour les entreprises. Aujourd'hui, on accompagne des entreprises de 50 à 500 employés. On fait partie un peu de ces entreprises à succès, comme on dit. On a beaucoup grossi sur les dernières années. On a annoncé récemment une levée de fonds de 35 millions la semaine dernière. Et aujourd'hui, vraiment, j'aimerais qu'on présente des méthodes qu'on a à la fois utilisées. Il y a 2 ans, on était 4 dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est 120. On avait 40 bêta-testeurs. Aujourd'hui, on a 1500 clients qui nous suivent partout en Europe. Donc, toutes les méthodes et toutes les astuces qu'on va vous partager sont à la fois valables pour chercher des bêta-testeurs et pour monter une équipe qui va présente dans plusieurs pays. Je vais laisser la parole. Pour faire une bonne conférence sur les sales, je pense qu'il faut un bon sales et je vais laisser la parole à Adrien. Ouais, merci. Donc, déjà, pour commencer, juste une rapide introduction en gros sur la vente et sur le métier de commercial. C'est un des métiers les plus vieux du monde, mine de rien. Il y a toujours eu des commerciaux qui ont existé de tout temps pour vendre leurs produits. On les appelle à peu près tous les noms qu'on veut, des commerciaux, des ingénieurs d'affaires, des business développeurs, etc. La finalité, ça reste toujours la même, de toute façon, c'est de confronter une offre à une demande et de la mettre sur le marché et arriver à convaincre les gens. Et donc pour ça, il y a en général 2 grosses étapes. La première, c'est d'arriver à attirer les prospects pour qu'ils écoutent notre proposition de valeur. Et la deuxième, c'est plus la partie closing, discussion et négociation des deals. Là, nous, on va vraiment se concentrer sur la partie attirer les prospects. Donc on ne va pas parler de technique de négociation ou de démonstration d'un produit. On va vraiment parler juste de cette partie approche commerciale. Et nous, un peu toutes les expériences qu'on a pu mener avec Jérémy, avec Auré, pour attirer plus de prospects avec ce qui a marché, ce qui n'a pas marché de temps en temps. Donc là, on voit une petite image de quelqu'un en 1960. En fait, ce qui est marrant avec le métier de commercial, c'est qu'il a toujours existé, et pendant très longtemps, il n'a quasiment pas évolué. Il n'a pas évolué parce que le commercial, ça a toujours été celui qui avait sa gouaille, sa belle voix, éventuellement son téléphone, et puis un annuaire ou un petit fichier Excel pour aller voir tous les prospects et puis taper à la porte. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent, en particulier sur le logiciel, où en fait, on voit que le commercial moderne, il a tout un arsenal d'outils à sa disposition pour faire une vente. Donc là, sur la slide, on voit tous les outils que moi, en tant que commercial à Spendesk, j'ai à disposition. Donc c'est bien, on a fait une petite étude en interne, ça représente à peu près 7% du salaire annuel d'un commercial, le coût de tous ces outils. En fait, pour préciser, l'ensemble de ces licences, le prix mensuel qu'on paye pour tous ces outils, c'est à peu près 7% du salaire d'Adrien en brut pour nous. Ouais. Et du coup, c'est bien, on a plein d'outils, on a tout un arsenal. Et en fait, le risque qu'on peut avoir quand on est commercial comme ça dans des sociétés comme nous et un peu la crainte qu'il y a sur pas mal de commerciaux, c'est qu'on a tendance à multiplier tous ces outils, à les prendre, à les empiler et à se dire qu'ils vont faire le boulot pour nous. Et du coup, on en perd un peu la valeur finale, qui est de dire le commercial, il doit se concentrer sur la proposition de valeur de l'entreprise et créer de la relation avec les prospects. Le reste, en fait, c'est de la technique, et c'est plutôt à des personnes un peu plus techniques de gérer ça. Donc c'est pour ça que nous, finalement, on a tous ces outils, mais moi, à l'arrivée, je me sers uniquement de ma boîte mail, de mon téléphone,
et puis de moi pour aller voir les personnes. Et c'est tout. Franchement, Lusha, etc., je mets jamais le nez dessus, quoi, parce que c'est plein d'outils qui me servent, mais j'ai pas à m'en servir, sinon ça va me faire perdre la moitié de mon temps à travailler avec tous ces outils. Donc, pour commencer, la première partie qui est intéressante et qui est importante pour pouvoir attaquer des prospects, déjà, c'est de savoir qui on veut aller chasser, et donc c'est de définir la cible qu'on va aller attaquer. Et ça, c'est vraiment super important, parce qu'on a tendance à foncer un peu trop vite, tête baissée. Et donc nous, à Spendesk, on a pris une méthode assez différente, où en fait, on a associé l'équipe de Jérémy, l'équipe grosse, avec les commerciaux, pour réfléchir sur les cibles qu'on va attaquer et définir vraiment nos cibles et la profondeur du marché. Ouais, donc là, on va vous partager un exemple très concret. Donc, c'est vraiment une personne qui existe. Si vous avez LinkedIn devant vous, vous pouvez aller vérifier tout ce qu'on va dire tout le long de la présentation. Donc, c'est une personne qui n'utilise pas encore Spendesk aujourd'hui. C'est Elisabeth qui est directrice financière chez OO Drive. J'espère qu'elle n'est pas présente aujourd'hui. Et globalement, on va vous montrer, nous, comment on fait cette première étape qui est la plus importante. C'est de vraiment connaître vos cibles. Moi, je pense que c'est le plus important, c'est vraiment le ciblage. C'est savoir qui on va cibler et pourquoi. Donc globalement, là, vous avez quelques critères qu'on utilise, nous, en interne, qui sont disponibles pour les équipes commerciales qui vont pouvoir affiner leur recherche. Donc là, par exemple, nous, on l'a classifié dans les décideurs financiers. C'est une femme âgée de 45 à 55 ans. Ça va être utilisé dans l'argumentaire, dans les mots-clés qu'on va utiliser. Elle est située à Paris. Elle a un sourire sur sa profil LinkedIn. Elle a étudié en province, même si j'aime pas énormément le mot. Et après, on va avoir des informations plus sur son entreprise. Donc là, nous, il y a des informations qui sont propres à notre business, qu'on a découvert au fil du temps, qui étaient pertinentes dans notre prospection. Donc notamment le nombre d'offices. Donc ils ont plusieurs bureaux, plusieurs filiales, majoritairement en France, mais aussi à Hong Kong. La taille de l'équipe financière, c'est aussi un critère qui est hyper important, nous, dans notre processus de vente. Et à la fin, vous allez voir deux informations qui sont clés pour un sales. C'est par exemple la stack financière, donc les outils qu'ils utilisent, qu'on va soit remplacer, soit venir se connecter à. Donc là, nous, on a identifié sur cette entreprise et sur les autres entreprises, donc par exemple, ils utilisent Sage pour tout ce qui est comptabilité. Et ils ont déjà un logiciel de notes de frais en place, qui est une solution toulousaine d'ailleurs, qui s'appelle Eurecia. Et donc en fait, on va prendre tous ces différents critères-là pour passer d'une personne qui s'appelle Elisabeth Clément à 253 Elisabeth. Donc aujourd'hui, dans notre base de données, on a 253 personnes qui sont similaires ou identiques à Elisabeth, donc qui vont avoir les mêmes critères et donc qui vont permettre aux équipes commerciales d'avoir la même approche et de focaliser vraiment sur les personnes qui sont clés. Le risque numéro 1 dans une entreprise, c'est qu'en fait, vous payez vos sales à faire autre chose que créer de la valeur. Et donc c'est très facile de répondre au téléphone, d'envoyer des emails à des entreprises qui ne sont pas qualifiées. Mais la clé, et aujourd'hui le rôle d'Adrien, c'est vraiment de identifier, donc la première étape d'identifier ces 253 personnes a été faite, mais c'est maintenant de créer de la valeur avec ces 253 personnes présentes en France. Et donc là, c'est là où le fait d'avoir un ingénieur dans l'équipe, on va vous montrer comment on a réussi à collecter ces différentes données qui permettent à la fois d'identifier ces personnes-là et donner en fait de la ressource aux équipes commerciales pour pouvoir avoir une approche qualitative. Du coup, comme Jérémy l'a expliqué, nous, ce qu'on va essayer de faire, en fait, ça va être de récupérer ces informations. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer des données de différentes sources, comme par exemple, on va récupérer de LinkedIn, de Crunchbase, de G2Crowd, etc. Et en fait, l'idée de ces données, c'est que LinkedIn, en fait, on va pouvoir récupérer des données qui sont différentes pour chaque source de données. LinkedIn, ça va nous permettre, par exemple, de récupérer le nombre d'employés, la croissance de la boîte, alors que, par exemple, Crunchbase va plus nous permettre de récupérer la valorisation de la boîte, les levées de fonds, etc. Et grâce à tout ça, en fait, on va créer une base de données qui est propre à nous, où on va avoir, en fait, toutes les données qui nous intéressent sur chacun de nos prospects. Et grâce à ça, ça va nous permettre de créer, en fait, une fiche d'identité qui est propre à chacun de nos prospects, qui est quantifiable, et du coup ça va être facilement pouvoir voir si elle correspond dans notre cas à Elisabeth ou plus globalement à notre ICP. Voilà à peu près comment ça fonctionne. Et après, justement, il va y avoir certaines données qui sont difficilement récupérables par certains services. Notamment, comme Jérémy vous l'a dit, nous c'est hyper intéressant de savoir si une personne sourit ou pas. On ne peut pas la récupérer directement sur LinkedIn. Là-dessus, pour revenir, donc nous on a découvert qu'une personne qui souriait sur LinkedIn répondait plus facilement au téléphone que les autres. Donc en fait, on va prioriser les personnes qui sont assez souriantes sur LinkedIn dans la liste des téléphones pour que les sales se focalisent pareil sur ces personnes-là où on aura un meilleur taux de réponse, quoi. C'est ça.
Et du coup, on va faire appel en fait là à des virtual assistants. Un virtual assistant, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un freelance qui va travailler pour nous sur justement des tâches comme celle-ci à faible valeur ajoutée, qui sont assez répétitives et qui va tout bêtement, dans notre cas, aller regarder les photos des différents profils LinkedIn et va voir si elles sourient, oui ou non. Et comme ça, nous, ça va permettre de pouvoir segmenter directement les personnes. On a des freelances, notamment en France, par exemple des étudiants qui veulent avoir un peu un complément de salaire, ou alors ça peut être aussi des freelances à l'étranger, comme à l'île Maurice. Du coup, là, vous pouvez voir sur la photo Vincent, qui travaille dans notre équipe et qui allait former une team d'une trentaine justement de virtual assistants à l'île Maurice il y a quelques mois. C'est lui qui a choisi la destination et recruté les personnes sur place. Donc là, on le voit en train d'apprendre aux équipes à mieux identifier sur LinkedIn. Ouais, la clé pour revenir sur les virtual assistants, c'est vraiment en fait, aujourd'hui, on a des sales qui sont bons, qui sont bien payés. Et en fait, on veut qu'ils se concentrent sur vraiment créer du relationnel. Et donc, toutes les tâches qui ne vont pas participer à la création de relations avec le prospect, on va l'outsourcer, le donner à d'autres personnes. Soit en interne chez nous, donc on va recruter des fonctions plus support, soit on va faire appel à des freelances ou des virtual assistants pour réaliser ces missions-là. Effectivement. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on ne va pas commencer directement à automatiser. L'idée, c'est que dès le début, en fait, on va essayer de le faire à la main pour voir en fait une sorte de POC, voir si en fait, fonctionnellement, c'est intéressant de continuer et d'automatiser la chose. Par exemple, là, je vous donne un exemple qu'on a, c'est récupérer en fait les différents outils que nos boîtes utilisent justement directement via les job offers. Et on s'est rendu compte justement dans les job offers, il y avait tous les outils utilisés par l'entreprise. Ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a recruté des freelances qui allaient du coup à la main aller récupérer les différents outils et les sélectionner et les ajouter dans le CRM. C'est quelque chose qui est intéressant, mais si on voit que ça fonctionne, et ça a fonctionné parce que c'est des données qui sont très pertinentes par exemple pour Adrien, mais c'est pas scalable. Parce que comment tu répètes ce schéma-là pour tous tes sales, pour tes 30, 40 sales? Et ce qu'on a fait du coup, la deuxième étape, c'est d'arriver à automatiser tout ça et faire en sorte d'aller récupérer, scraper toutes les job offers par exemple de nos prospects et avec un peu de machine learning, récupérer tous les outils qui sont utilisés par nos entreprises et les balancer dans le CRM, que ce soit Adrien. Donc là, pareil, là, vous avez l'exemple du début. Donc en fait, comment on a su que ODrive utilisait, par exemple, là, c'est Sage Compta. En fait, ils ont mis une offre où ils recrutaient un comptable et ils ont dit les prérequis pour intégrer l'entreprise, c'était de maîtriser Sage. Donc on prend cette pièce d'information qu'on a peut-être stockée 6 mois, 3 mois à l'avance, et qu'en fait, quand Adrien attaquera la phase de prospection, de chasser ce compte-là, il pourra utiliser cette information et l'utiliser à bon escient. Je pense que le plus important dans cette étape-là, en fait, nous, c'est qu'on s'est mis d'accord à la fois avec les équipes marketing, avec les équipes sales et mon équipe pour se mettre d'accord sur quels sont les critères qui sont importants à avoir sur une entreprise. Donc on dit souvent le mot prospect, en fait c'est une personne qui serait intéressante et qui aurait besoin d'utiliser la solution Spendesk de demain. Nous, nos types de prospects, aujourd'hui, on fait beaucoup d'outbound, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les personnes. Et ces prospects-là, en fait, on a besoin d'avoir toutes les informations que vous avez présentes ici. Il y a 2 types d'informations. Il y a à la fois les données sur l'entreprise, donc en fait son adresse, ses différentes offices, les outils qu'ils utilisent. Mais il y a aussi les infos sur les employés qui sont hyper importantes. Donc là, on a listé, nous on s'est mis d'accord avec les différentes équipes pour se dire, si le prospect est prêt à être contacté par les équipes sales, il faut qu'il ait ces différents critères. Et là, vous voyez qu'il y a 3 données qui sont hyper importantes. C'est toutes celles qui vont permettre aux sales de rentrer en contact avec cette personne-là. Donc nous, c'est ce qu'on appelle vraiment les données. Donc vous avez les emails, le lien vers les réseaux sociaux et le numéro de téléphone. Donc ces 3 informations sont clés pour permettre à un sales d'engager la discussion, d'aller évangéliser sur notre solution auprès de ces personnes-là. Et donc là, en fait, on va voir avec Aurélien, du coup, comment on peut obtenir facilement, on va attendre que le train passe, comment on peut obtenir facilement ces différentes informations de l'email au numéro de téléphone. Alors pour l'email, il n'y a rien de magique. On va dire qu'il y a une chose qui est assez simple, c'est que souvent quand on est une entreprise, on a un pattern au niveau de l'email. C'est-à-dire que souvent quand on est une petite boîte, ça va être souvent le prénom, le nom de la boîte. Après, là, quand la boîte commence à grossir, ça peut changer. Des fois, ça va être le prénom point le nom ou la première lettre du prénom point le nom, etc.
Du coup, l'idée, en fait, ça va être vraiment de trouver ce pattern pour chaque boîte. Et dès qu'on a trouvé ce pattern pour chaque boîte, ça va être facilement réplicable. Mais sinon, il y a aussi des API qu'on peut utiliser. C'est beaucoup plus simple. Des services comme par exemple GetEmail ou Hunter, qui sont des services où on va envoyer le nom et le prénom de la personne, ainsi que sa compagnie, et directement, ça va essayer de nous récupérer, de nous trouver une adresse associée à cette personne. Du coup, ça, c'est la première partie. Et après, il y a une deuxième partie, c'est de voir si concrètement le numéro de l'email est bon ou pas. Pourquoi ? Parce que justement, ce qu'on appelle un email à qui ne s'envoie jamais, par exemple un email qui bounce, c'est pas bon par exemple pour votre sales, parce que justement, s'il envoie des mails qui sont pas bons, il va finir par se retrouver dans la boîte, les spams de ses prospects. Ouais, il y a deux choses. Il y a à la fois, vous allez de moins en moins vos mails vont arriver à destination parce que Google va savoir que vous testez et vous essayez de spammer les gens globalement. Et de deux, en fait, je pense que c'est le plus frustrant pour Adrien, c'est qu'il a passé peut-être 5 à 10 minutes à préparer son email, à utiliser les différents arguments pour après recevoir un message de Google qui lui dit bah non, ton email n'est pas arrivé. Donc c'est aussi une perte de temps pour les équipes commerciales d'avoir des faux mails dans leur base de données, dans leur CRM, où en fait ils ont juste du temps de perdu à écrire des emails pour rien. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment donner des emails valides aux équipes commerciales pour qu'ils puissent vraiment avoir de la valeur ajoutée. Donc là, Aurélien vous a présenté la première méthode qui est un peu de deviner les adresses email. Soit vous pouvez le faire dans un spreadsheet, soit vous avez des logiciels qui peuvent le faire pour vous. Et il y a une deuxième technologie qui va aussi aider à trouver les numéros de téléphone. C'est en fait, il y a des gens qui ont récupéré tous les adresses email, tous les numéros de téléphone sur Internet. Donc ces deux entreprises, à la fois, les deux sont localisées en Israël. Et ces deux entreprises-là, en fait, vous mettent à disposition ces informations-là. Donc c'est ce qu'on va voir plutôt sur le numéro de téléphone. Et c'est exactement la même chose sur le numéro de téléphone. De la même façon, il y a des services comme People qui va permettre de récupérer justement les numéros de téléphone. On ne sait pas trop comment ils récupèrent la donnée. Si on sait, comme tu dis, ils sont basés en Israël. Et par exemple, à partir juste en un clic, en un call API, qui coûte 40 centimes quand même, il va nous récupérer justement toutes les informations de la personne. Donc ce slide coûte 40 centimes. Voilà, si vous cliquez sur le bouton, justement, on a une extension Chrome. Et du coup, à partir de là, on va faire popper sur chacun des profils LinkedIn un bouton, un reach, et en cliquant dessus, tu vas avoir justement toutes les informations de la personne en question. Du coup, on peut avoir les numéros de téléphone, l'email, on peut même avoir dans certains cas l'âge de la personne. Du coup, ça va assez loin. Ok, donc ça c'était vraiment toute la partie technique en fait, où eux ils ont montré un peu comment ils font pour nous trouver les contacts des personnes, etc. Pour revenir sur le métier du commercial, en gros moi toute la partie d'avance, c'est pas forcément mon problème en fait. Nous, au début, on va revenir à la toute première partie, c'est-à-dire on va dire, tiens, moi je veux les sociétés qui, comme Elisabeth, ont plusieurs bureaux en Europe, qui grossissent vite, et grosso modo, point barre. Et vous, votre boulot, c'est de me trouver la taille du marché et de me trouver les contacts. Et moi, derrière, je me concentre sur faire un message adapté et contacter les personnes. Toute cette partie technique, c'est encore une fois, c'est pas notre problème. C'est des outils qu'on a à disposition. Mais finalement, j'ai pas envie de passer du temps à chercher un mail. Et quand il est pas bon, ça va pas super, quoi. C'est pas forcément ce qui nous plaît le plus. Donc voilà. Ensuite, on en passe à la partie où on va les contacter. Donc ouais, ce qu'on aime bien dire à Spendesk, c'est un peu une de nos phrases. Les vendeurs timides ont des enfants maigres. C'est assez pushy et c'est assez notre style. En fait, il ne faut jamais hésiter à aller contacter les personnes. Et ce que nous dit toujours notre Head of Sales, c'est consistency is key. Donc il faut toujours contacter des personnes. Et nous, en termes de chiffres, ce qu'on fait à Spendesk, et notre vrai indicateur, c'est chaque semaine, un commercial doit contacter 100 nouvelles personnes. En général, c'est 100 nouvelles entreprises, mais de manière générale, c'est 100 nouvelles personnes. Plus les personnes qui sont déjà en train d'être contactées, etc. Donc chaque semaine, il en faut 100. Et c'est pas compliqué, on voit tout de suite la différence, parce que dès qu'on a des petites baisses de régime, typiquement au mois d'août, on sait qu'au mois de septembre, on va avoir moins d'opportunités de vente, etc. Donc c'est hyper scientifique, hyper logique, et à partir du moment où on ne fait plus de contacting, où on ne contacte plus les sociétés, on va le voir tout de suite, parce qu'on va arrêter de vendre. La deuxième chose, sur cette partie de les vendeurs timides ont des enfants maigres, en fait, il y a une partie où on va contacter les prospects en direct, le directeur financier Elisabeth de la société Woodrive. Il y a aussi une autre partie sur laquelle nous, on nous attend beaucoup en tant que commerciaux à Spendesk. En fait, c'est d'avoir cette intelligence, entre guillemets, d'aller attaquer d'autres profils dans la société.
Donc nous, ce qu'ils nous font très bien aussi dans l'équipe de Jérémy, c'est que quand j'arrive sur Salesforce sur un compte, j'ai une petite note qui m'explique du coup leur stack d'outils, qui m'explique leur croissance actuelle ou les infos importantes qu'il peut y avoir, et qui me dit aussi parfois quelles sont les personnes qui sont sur LinkedIn connectées à des personnes en interne à Spendesk, ou quelles sont les personnes parfois avec qui moi je suis connecté. Et en général, ça c'est un premier point de contact qui est hyper intéressant dans l'entreprise, c'est de contacter, surtout pour des boîtes un peu plus grosses, les alumni de mon école qui bossent là-bas, les commerciaux. Les commerciaux, c'est une mine d'or. Quand vous contactez un commercial, il n'a rien à voir avec la direction financière, il ne sait pas comment ça marche. Par contre, il va nous donner toutes les infos qu'il faut, parce qu'ils adorent parler. Ils sont comme nous. Donc, je contacte les commerciaux sur LinkedIn, c'est un petit message tout bête. Je l'ajoute. Bonjour, je vois que vous travaillez chez telle société, je travaille pour Spendesk, mes managers ont mis telle société dans ma liste. Est-ce que vous avez 10 minutes pour en parler? En général, franchement, ils disent oui. Ils acceptent, on parle, on prend les infos. Si eux, ils ont besoin de quelque chose, c'est logique, quoi. Je donne en retour, il n'y a aucun souci. Si tu veux une intro avec mon DAF, je te la fais. Et après, moi, ça me donne des infos hyper pertinentes pour contacter. Et parfois, il y a même la cerise sur le gâteau en mode, tu veux pas me faire une intro à ton DAF? Et voilà, quoi, et ça passe. Et ça marche à tout, enfin, ça marche pas à tous les coups, non, mais après il y a un deuxième point sur la timidité. Donc nous, c'est quelque chose où aussi on se positionne vachement, c'est qu'aujourd'hui, tous ces outils, tout est plus ou moins automatisé. Donc c'est-à-dire que le sales peut arriver, se mettre derrière son ordinateur, appuyer sur un bouton, il y a 150 emails qui partent et il attend les réponses. Souvent, c'est entre 2 ou 3% de réponses. Et nous, en fait, vraiment, notre combat là-dessus, c'est quand on dit la timidité, c'est là qui fait la différence entre un bon sales et un mauvais sales. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans la facilité. Et donc, du coup, la valeur ajoutée, elle est vraiment dans les moyens qu'on va mettre derrière, dans le fait de passer au téléphone, dans le fait de multiplier les channels de contact là-dessus, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En gros, si je commence à me cacher derrière mon écran et à juste envoyer mes petites cadences, mes petits rythmes, mes petites séquences de mails, même en faisant le message le plus personnalisé et le plus cool du monde, il y a un moment, je reste juste derrière un écran et je suis caché. Et mon boulot, c'est quand même de me montrer et d'aller présenter l'offre au marché, donc de tenter plusieurs moyens de contact. Donc du coup, on en arrive à la partie où vraiment comment contacter les sociétés. Donc on a donné un petit indice avec le LinkedIn et tenter des moyens un peu détournés de rentrer dans les boîtes. Après, on a aussi des méthodes un peu plus classiques, comme tout le monde, on utilise beaucoup de mails, beaucoup de calls, il n'y a pas de secret, mine de rien, ça marche toujours. La question qu'on se pose toujours, en anglais, why you now, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un espèce de gourou de la vente qui s'appelle Hoffman, qui travaille notamment chez Salesloft, et qui dit, en fait, quand on envoie un mail ou quand on commence à contacter une société ou un profil de client, la première question que nous, on doit se poser, et on doit se mettre à la place du prospect, c'est pourquoi vous, pourquoi maintenant? Pourquoi je vous contacte vous et pourquoi je vous contacte maintenant? Et moi, si je ne réponds pas à cette question dans mes emails et au moment où je l'appelle, en fait, c'est quoi l'intérêt de l'appeler? Là, si on prend Elisabeth, tout à l'heure, d'Oudrive, pourquoi vous, pourquoi maintenant? Vous avez mis en place Sage 100 chez Oudrive, donc ça veut dire que vous êtes intéressé par mettre en place des nouveaux outils, des nouveaux process. Vous êtes dans une société qui est en train d'ouvrir plein de bureaux à l'étranger, je ne sais plus où, aux États-Unis, en Allemagne, enfin peu importe. Donc là, au niveau des paiements, ça doit commencer à devenir galère, là, parce qu'il y a des dépenses un peu partout, du partage de cartes. Comment vous faites pour les suivre? Et pourquoi maintenant? Vous êtes en forte croissance, donc besoin de mettre en place des process. Donc c'est peut-être le moment d'échanger avec quelqu'un pour voir comment on peut gérer ça. Donc, pourquoi vous, pourquoi maintenant? C'est pas juste Spendesk, on peut vous aider. Non, on peut vous aider maintenant avec vos problématiques actuelles. Ça, c'est un phénomène qui arrive tout le temps, c'est-à-dire que quand vous recevez un appel masqué, quand quelqu'un vous aborde dans la rue, en fait, naturellement, votre cerveau, il se dit « Attends, pourquoi moi, pourquoi maintenant ?» Et donc, en fait, tant que la personne ne va pas répondre à ces deux questions, vous n'allez jamais écouter. Combien de fois au téléphone, la personne parle et commence à pitcher, et en fait, vous dites « Attends, mais pourquoi moi ?» Donc, en fait, c'est vraiment hyper important dans les phrases d'accroche, dans les premiers messages avec la personne, de répondre à ces questions-là, sinon vous n'aurez jamais l'attention de la personne. Ouais. Et du coup, ça, on le fait avec pas mal de méthodes différentes. Il n'y a pas que le mail qui va le faire. Donc là, on va vous montrer plusieurs expériences qu'on a tentées, avec du mail, du téléphone, avec d'autres choses. Il y en a aussi plein qu'on a tenté à côté et qu'on bien foiré, quoi, des fois. Donc voilà, le but du jeu aussi, c'est d'itérer, de tenter plein de choses et de ne pas se contenter de faire des mails et du téléphone. Et des fois, il y a des moyens un peu sympas d'attirer le prospect, parce qu'il y a tellement de sollicitations maintenant que si on ne se démarque pas, de toute manière, à la fois dans le discours et à la fois dans la forme, on n'y arrivera pas, quoi. On n'arrivera pas à les attirer, parce qu'ils sont déjà, surtout sur des profils C-level, ils sont sursollicités. Il y a de plus en plus d'offres, donc ça sert à rien d'y aller si on n'a pas un moyen original.
Alors oui, comme du coup, un des premiers projets sur lequel on a travaillé, c'est les mails. On reçoit tous des centaines, voire des milliers de mails par jour. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'être impactant et pertinent. Ce qu'on a fait, c'est on a créé du coup un GIF, justement, qui va récupérer des informations de la personne en question et va justement afficher un collaborateur de la personne à qui on envoie le message pour pouvoir justement rendre l'email beaucoup plus pertinent et beaucoup plus personnalisé. Et quand vous voyez justement un GIF comme ça dans vos mails, vous avez plus de chances d'y répondre et ça nous permet, nous, dans notre cas, de passer des 3% que Adrien passait à peut-être plus de 22% d'ouverture et de réponse. Et quand la personne du coup clique sur son email, c'est là aussi la magie arrive, où en fait on a toutes les personnes qui vont cliquer sur les emails de nos équipes commerciales vont avoir une version du website qui est personnalisée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir la même version. Donc en fait, là par exemple, là on a fait une petite personnalisation pour Focus, mais si la personne avait cliqué sur le lien, là elle avait une version où on expliquait en fait ce qu'était une carte virtuelle. C'est une de nos fonctionnalités clés sur Spendesk. Et donc en fait, on a voulu le montrer aux prospects. Et donc là en fait, vous arrivez sur la page, vous pouvez cliquer sur le lien et il y a votre nom, prénom en fait qui s'affiche sur une carte de crédit et vous pouvez jouer avec cette différente carte de crédit. Rapidement, j'ai changé, mais si vous avez noté les cartes de crédit, il y a 20 € dessus, donc vous pouvez l'utiliser. Le premier qui a pris une photo pourra avoir une tournée de bière aux frais de Spendesk, quoi, du coup. Ouais, et ça marche. En gros, on avait testé, franchement, ça fait 2 ans qu'on teste, de mettre des gifs. On a tenté des gifs, des images, des vidéos. On a fait des vidéos personnalisées. Enfin, on a vraiment tout tenté. Le coup du petit gif avec un truc un peu personnalisé, ça marche quand même, plutôt bien, mieux qu'une photo. En tout cas, parce que dans l'idée, ils veulent quand même voir un peu ce qu'on fait. C'est normal, on est quand même des commerciaux, on va pas se le cacher. Donc, on a beau faire le consultant, etc. Quand ils voient un peu ce qu'il y a, c'est toujours un peu mieux. Et mine de rien, derrière, ça peut attirer un peu plus de réponses. Surtout nous, on a du pot parce qu'on a une offre qui est quand même assez attractive. Et après, Adrien, tu peux parler de ce... Nous, on a cette méthode, en fait, où on favorise les appels téléphoniques. Donc on a une règle en interne qui est quand on reçoit une réponse d'un prospect, on doit automatiquement appeler le prospect. Pour 2 raisons. Un, ça va réduire le temps des emails. On a tous connu ces emails. Êtes-vous disponible semaine prochaine, vendredi 15h, 15h30, voici le lien de l'invitation. Donc le fait de le faire au téléphone, ça va accélérer ces échanges d'emails. Et de 2, ça va rendre un peu plus personnel. Donc là, c'était une petite expérience qu'on avait menée avec toi, Adrien, sur tout ce qui était les voicemails, donc les messages sur le répondeur. Peut-être que tu peux en parler rapidement. Ouais. Du coup, en fait, ce qu'on avait fait, il y a eu un moment où, mine de rien, on commençait à faire beaucoup de volume. On contactait 150, 200 boîtes par semaine. Enfin, mine de rien, ça fait beaucoup de mails, ça fait beaucoup de calls. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas appeler tout le monde de manière consistante. Donc, pour les plus petites cibles qu'on a eues, en fait, l'idée qu'on a mise en place, c'est que quand on voyait que notre mail était ouvert, c'était quoi, plus de 2-3 fois, je sais plus, 3 fois. Quand le mail était ouvert plus de 3 fois, parce que ça, on peut le traquer, alors dans ce cas-là, au lieu d'appeler, quand j'ai le temps, j'appelle. Quand j'ai pas le temps, c'est un voicemail automatique qui est envoyé directement à la personne, qui tombe sur son téléphone, ça reçoit le petit SMS, c'est un voicemail. Et là, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait au début, où je dis bonjour, je vous ai appelé, j'ai essayé de vous appeler à l'instant concernant la gestion de vos cartes bancaires chez ODrive. Est-ce que vous auriez 10 minutes pour me rappeler? C'est Adrien de la société Spendesk, voilà, n'hésitez pas, 06 69 52 40 21. Voilà, un petit message très sympa avec le sourire qui est dit de manière très sympa. Et ça humanise un peu la relation. Et derrière, on balance automatiquement un mail appel manqué. Et ce mail appel manqué, en général, il fait des super taux de réponse, quoi. Je suis à 40-50% de taux de réponse. Parce que il y a eu ce petit SMS. En général, attention, c'est un taux de réponse. Ça peut être aussi des réponses négatives. Mais en tout cas, c'est une réponse. Qui dit réponse dit j'ai la signature. Des fois, j'ai le numéro dans la signature. Enfin voilà, j'ai mon numéro, j'ai tout qui est bon. Mais là-dessus, pour résumer rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait, nous dans les chiffres à l'époque, on était un peu moins bon, mais il y avait 8 à 10% des personnes qui répondaient à nos emails. Par contre, ça faisait toujours 90% des personnes qui ne répondaient pas à ces emails-là. Il y avait une grande majorité, plus de 50%, qui cliquaient sur ces différents emails. Et en fait, on s'est dit, mais comment on peut atteindre ces personnes-là avec d'autres méthodes? Et donc, on a commencé à envoyer donc, rapidement des messages sur le répondeur. Donc, vous avez un appel manqué avec un message disponible. Et en fait, on s'est rendu compte que 12% de ces gens-là qui recevaient ce message rappelaient immédiatement le sales, ou sinon, dans un autre cas, en fait, le mail d'Adrien, comme il a expliqué, les gens répondaient par mail. Donc ça nous permettait, sur ces mêmes clients, qui sont les plus importants, d'avoir beaucoup plus de réponses de leur part.
Peut-être rapidement, Adrien, sur un des points de contact qui est très pertinent de notre côté. Ouais, alors, on a de la chance, on fait un produit qui est aussi physique, qui est sensible, on fait des cartes bancaires. Donc ça, c'est vraiment un de nos meilleurs moyens de prospection. Contrairement au voicemail d'avant, le voicemail, c'est fait pour des petites cibles, on peut le faire en masse. On peut le faire en masse, c'est pas forcément ceux qu'on a en priorité. Nous, des fois, ce qu'on fait aussi, c'est on multiplie les canaux pour contacter quelqu'un. Donc il y a le téléphone, éventuellement le LinkedIn, le mail. Mais on aime bien aussi envoyer des petits cadeaux, parfois même le faire en face à face. Donc on va dans leur bureau, en fait, des fois, et soit on leur envoie par courrier, soit on leur distribue une carte bancaire. Ça marche pas mal. Je l'avais fait à Toulouse quand on y était allé. Une société de conseil, Particio, ça s'appelle, je sais pas s'il y a des gens qui bossent là-bas. Particio, j'avais vu qu'ils avaient ouvert mes mails, personne ne me répondait au téléphone, j'avais tout tenté, LinkedIn, gneu. En fait, je suis allé à Toulouse, j'étais juste à côté, j'ai fait quoi ? On est venu avec une carte bancaire, on avait mis ça dans une jolie petite enveloppe, avec un petit message. Bonjour, c'est Adrien de la société Spendesk, je cherche à parler, je sais plus comment elle s'appelait, Renata oui, qu'est-ce que vous lui voulez ? Je lui amène une carte bancaire. Ok. Et du coup, là, je suis à l'accueil, j'ai une carte bancaire dans les mains avec une enveloppe. Forcément, elle vient en fait. Elle vient et puis la réponse, alors des fois, c'est pas forcément positif, mais là, dans ce cas-là, c'était ah bah oui, j'ai vu vos messages, écoutez, j'ai pas le temps de vous répondre, on n'a pas le temps de se parler. À l'arrivée, on a booké un rendez-vous, on s'est parlé, etc. Et c'est toujours plus sympa. On l'avait fait aussi chez Sigfox, avec un peu moins de succès au tout début. En plus, c'est toi qui avais amené une carte à l'époque, c'était Monsieur Martineau, dans l'ancien DAF de Sigfox. On n'avait pas eu de réponse, on l'avait laissé dans une enveloppe. Ok, changement de DAF, donc moi je suis notifié, hop, changement de direction financière. Je renvoie un petit mail. Bonjour, je parlais avec Monsieur Martineau. Vous devez avoir une carte d'ailleurs sur le bureau, une carte Spendesk. Et puis réponse. Ah oui, je vois la carte, j'ai pas le temps de m'en occuper. Et du coup, elle m'a mis en contact avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui reste quoi. On jette pas une carte bancaire à la poubelle. Donc ça restera sur le bureau. Donc ça allait marquer. Et ça c'est vraiment une expérience qui marche pas mal pour le coup. Rapidement, après on va passer aux questions, c'est la partie la plus intéressante, on pourra vachement vous aider là-dessus. C'était la première fois qu'on mettait un ingénieur et un commercial sur scène pour partager au moins le même objectif et le même micro. Je pense que c'était une bonne vision d'ensemble de ce qu'on a fait chez Spendesk. Donc nous on a mis en place une méthode d'acquisition basée sur la prospection qui s'est avérée plutôt un petit succès avec 1500 entreprises qui nous font confiance en moins de 2 ans. Le but donc c'est vraiment de vous donner la parole maintenant, de répondre à vos problématiques, que ça soit à la fois pour obtenir ces premiers bêta-testeurs ou aller chercher 1000 clients dans les 12 prochains mois. On reste aussi disponible toute cet après-midi. Donc si vous avez des questions hyper spécifiques et vous voulez qu'on se jette un peu dans vos sujets, dans votre CRM, dans les outils, là-dessus, qu'on vous partage plus en détail les logos, les outils disponibles, on sera ravis de le faire. Il y a juste Adrien qui facture en bière pour toute mission de consulting. On sera ravis de le faire.